Bienvenue, 7h43, c'est le petit déjeuner politique de Manon Aubry, qui est députée européenne, la France Insoumise. Oui, absolument. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Voilà, bon, on reprend un peu notre sérieux parce que c'est vrai que là, on plaisantait tout à l'heure ça blaguait dans ce studio. On parlait vacances. Oui, voilà, c'est ça. Alors Manon Aubry, Emmanuel Macron revoit la réforme des retraites. Il ne parle plus d'âge de départ, mais de durée de cotisation. Est-ce que ça, c'est déjà une bonne nouvelle? C'est reculer pour mieux sauter, ça revient exactement au même. La question aujourd'hui qui est posée, c'est qu'il y aura 6 millions de plus de retraités d'ici 2050, d'ici 30 ans. Et soit on garde la même taille du gâteau et on se la sépare et on appelle ça âge pivot, durée de cotisation, peu importe, mais globalement il faudra travailler plus. Oui. Soit on décide d'augmenter la taille du gâteau pour faire face à l'augmentation du nombre de retraités et notamment on augmente le montant des cotisations. Voilà, je crois qu'il n'y a pas aujourd'hui d'autres alternatives. Il faut garder à l'esprit que l'âge moyen de l'espérance de vie en bonne santé est autour de 64 ans. Bon, il y a une petite différence de 2 ans entre les hommes et les femmes. Si on veut nous faire travailler plus longtemps, c'est des gens qui vont travailler en mauvaise santé. Ouais. Et donc, il faut aussi garder en tête que si l'espérance de vie globale s'est améliorée, c'est aussi parce qu'on travaillait moins longtemps. Ouais. Donc, voilà, c'est un choix de société aujourd'hui à faire. Vous êtes favorable à quoi alors? Parce qu'en même temps, il faut qu'il fonctionne ce système de retraite. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent, qui se disent, même peut-être vous, est-ce que j'aurai une retraite un jour? Oui, moi, vous savez, je suis... Vous êtes toute jeune. Mais... Voilà, je vais avoir 30 ans cette année et souvent, les gens de ma génération, on se fait la blague. De toute façon, nous, on n'aura pas de retraite. Non, mais c'est vrai. C'est la blague qu'on fait. Mais c'est grave. On en arrive à remettre en cause un système de protection sociale où c'est un acquis social au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il est en train de les détruire. Il est en train de les détruire. En passant d'un système de répartition à un système de capitalisation, on individualise votre système de retraite. Ça veut dire que chacun va contre tous, forcément ceux qui ont les meilleurs revenus vont s'en sortir parce qu'ils vont mettre leur argent de côté dans des systèmes d'assurance privée au passage qui vont s'en mettre plein les fouilles. Donc c'est un système extrêmement risqué. Mais donc qu'est-ce que vous voudriez? Nous, ce qu'on propose, c'est aujourd'hui faisable économiquement et financièrement parlant, d'avoir un âge de départ à la retraite à 60 ans tel que le proposait la France Insoumise dans la campagne de 2017. Comment on fait? On le fait déjà en augmentant le taux d'emploi. Vous allez me dire, oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà, je vous fais les questions et les réponses. Et c'est là où on intervient une vision plus globale de l'économie française. Si on met en place une politique économique de relance, notamment en investissant massivement dans la transition écologique, dans les éoliennes, les énergies renouvelables, on crée un certain nombre d'emplois, près de 900 000 emplois. Là, vous augmentez le nombre de personnes en activité et donc par personne, ça revient moins cher. Si vous comblez les écarts de salaire entre les hommes et les femmes, là aussi, vous financez davantage la protection sociale. Et dernière chose, je crois qu'il faudra assumer aussi de faire payer davantage les entreprises et les grandes entreprises. On a appris pas plus tard que cette semaine que la France détient de nouveau le record de versement de dividendes aux actionnaires. Voilà comment financer notre protection sociale plutôt que d'individualiser et au final faire payer ceux qui en ont moins les moyens. Il y a un autre record qu'on a atteint cette semaine aussi, Manon Aubry, c'est que le record de postes vacants depuis plus de 15 ans. C'est-à-dire que les patrons qui vont se réunir aujourd'hui au MEDEF, ils ont des postes vacants et ils n'arrivent pas à trouver. Il n'y a pas un problème. Francis Dubrac, qui était un patron tout à l'heure, a été avec nous. Il nous dit, moi, j'arrive pas à trouver. Les gens ne viennent pas en fait travailler. Là, il y a un problème, c'est Pôle emploi qui est responsable selon vous ou pas? Alors, il pointait clairement Pôle emploi. Depuis un certain nombre d'années, les associations de chômeurs pointent l'organisation de Pôle emploi et des coupes régulière qu'il y a eu dans l'organisation de Pôle emploi qui rend difficile l'organisation de la recherche d'emploi. Il y a aussi se pose toute la question des gens qui sont exclus du chômage et qui du coup ne se retrouvent plus dans le système pour être accompagnés dans la recherche d'emploi. Après, je pense qu'il faut aussi relativiser les choses. On parle aujourd'hui de millions de chômeurs. Donc l'emploi, même s'il y a des postes vacants en effet qu'on a du mal, pour lesquels on a du mal à trouver... il y en a beaucoup, dans tous les secteurs.
quasiment. Il y en a, mais je pense qu'il faut relativiser. Vous ne comblez pas l'ensemble du chômage aujourd'hui en France avec les postes vacants. Et donc, se pose la question aussi de comment on partage le temps de travail et comment on relance l'économie. Et de nouveau, j'en reviens à mes propositions. L'écologie est aussi un outil pour la relance économique. Un dernier mot quand même sur la réforme des retraites et la nouvelle stratégie visiblement d'Emmanuel Macron. Il change quand même un peu de méthode. Ça vous l'approuvez? C'est-à-dire qu'il dit qu'il va y avoir des réunions, des concertations, etc. On va discuter. Alors qu'avant, il imposait tout. Ça, c'est une bonne nouvelle ou pas, Manon Aubry? Il y a eu 1 an et demi de concertation. Il n'a pas vraiment écouté. Donc, moi, je veux bien qu'il refasse une longue concertation. Mais si ça se déroule de la même manière dont ça s'est déroulé ces 2 dernières années, malheureusement, je crains qu'il n'écoute pas. Alors, si c'est pour cacher... il dit qu'il va écouter. Si c'est pour cocher une case et dire, au final, regardez, j'ai consulté, j'ai fait un conseil citoyen avec 150 personnes tirées au sort, parce que c'est ce qu'il fait sur l'écologie par exemple, permettez-moi d'avoir des doutes. Les syndicats... Ça, vous êtes contre cette histoire de tirage au sort? Disons que c'est assez limité. Les outils de démocratie... mais les citoyens vont Les outils de démocratie citoyenne, peu... c'est tout le débat qu'on a eu au moment du fameux grand débat. Et des gilets jaunes. Et il y avait plein d'outils qui existent dans la démocratie participative qui permettent par exemple d'ordonner, de donner des scores aux propositions pour avoir quelque chose qui ressort et qui n'est pas une sélection faite au final par ceux qui trient les réponses. Donc il y a plein de manières de faire de la démocratie participative. Et puis je rappelle que quand même s'ils sont affaiblis, il existe des syndicats aujourd'hui en France qui sont tous vent debout contre cette réforme des retraites et qu'on ferait bien d'écouter. En tout cas, il faut qu'ils discutent avec... Les partenaires sociaux, c'est la base quand même de aujourd'hui le dialogue social. Oui, Manon Aubry, vous êtes maintenant donc députée européenne. Il y a un dossier européen où on a du mal à s'entendre. Je ne parle pas du Brexit, mais de la taxe GAFA également. Emmanuel Macron avait voulu l'imposer. Finalement, Donald Trump fait pression en disant « Mais attendez, moi je vais vous taxer finalement sur autre chose ». Emmanuel Macron abandonne pour l'instant avec une autre idée en tête. Quelle est la solution selon vous ? Certainement pas une taxe GAFA. Une taxe GAFA, c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau. On n'arrive pas à taxer les grandes entreprises multinationales du numérique. Je constate qu'au passage, on s'attaque qu'au numérique, mais pendant ce temps-là, McDonald's ou Nike, qui étaient pris dans les derniers scandales des Paradise Papers, dorment sur leurs 2 oreilles, au passage. Mais du coup, on dit, on n'arrive pas à vous taxer, donc on vous fait une microscopique taxe, et puis on ferme les yeux sur tout ce que vous faites d'autre. Et même ça, les entreprises sont vent debout, Trump est vent debout, et la France de Macron dit attendez, non, on rétropédale, on va attendre un accord au niveau international. La taxe est plus basse, on vous rembourse la différence. Sous-entendu, on anticipe déjà qu'elle soit plus faible, sachant qu'elle était déjà microscopique s'agissant des entreprises du numérique. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Repenser, redéfinir l'impôt sur les sociétés qui n'est aujourd'hui plus adapté à l'économie d'aujourd'hui. Il faut redéfinir l'assiette fiscale de l'impôt des entreprises. Oui, mais là, vous parlez des entreprises quoi ? Françaises ou des entreprises internationales ? Mais c'est faisable à l'échelle franco-française. Si on est l'État français, on dit voilà, aujourd'hui, notre impôt sur les sociétés en France, on le définit en fonction de l'activité économique réelle. On regarde votre nombre de ventes, on regarde votre nombre d'employés, on regarde votre activité réelle sur le pays et on vous dit, ok, vous serez taxé à temps. Que vont faire les Google et Amazon ? Vous croyez qu'ils vont quitter la France ? Évidemment, on s'en sert tous au quotidien. Oui, mais à partir du moment où ils ont leur siège ailleurs, ils ne sont pas imposés de la même manière. Vous le savez, c'est ça le problème. Justement, à partir du moment où on a redéfini l'impôt sur les sociétés, on leur coupe l'herbe sous le pied. Et c'est faisable à l'échelle nationale. Alors oui, il faut du courage politique, ça je vous le concède. Et puis une deuxième proposition, je pense que plus que jamais, il faut s'attaquer à la locomotive du train de l'évasion fiscale, que sont les paradis fiscaux. Je rappelle que quand même la France a une liste de paradis fiscaux qui comportent 7 États, dont un État comme le Botswana qui n'a rien à faire là, et pas les îles Caïmans, ou pas le Luxembourg et l'Irlande. Voilà, on ferait bien de commencer par appeler un chat un chat. Oui, vous avez évoqué l'écologie tout à l'heure, vous en parlez beaucoup dans vos discours, l'ensemble d'ailleurs des députés de la France Insoumise et des membres de la France Insoumise. Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait y avoir une alliance ? Vous avez discuté avec les écolos, les Verts, ce week-end à Toulouse. Il pourrait y avoir une alliance là, dans les mois qui viennent pour les municipales et les prochaines échéances ou pas ? Je crois que penser à une alliance, c'est penser avec le logiciel des partis qu'on discute, c'est une bonne chose. Alors le lien ne s'est pas rompu, vous savez, moi je suis présidente de groupe au Parlement européen, donc d'un groupe européen, j'échange régulièrement avec les Verts, avec mes collègues européens mais aussi français, donc il y a un lien, il y a des discussions, on a des points d'accord forts contre les traités de libre-échange, etc. Mais il y a aussi des ambiguïtés qui doivent être levées. Sur quoi ? Quand j'entends Yannick Jadot qui n'écarte pas l'option de faire des accords avec des listes de droite ou du centre-droit,
Oui. Nous disons que nous ne sommes pas d'accord. Il a aussi des ambiguïtés sur son rapport au libéralisme économique. Mais vous savez, j'observe qu'au sein même d'Europe Écologie Les Verts, ils ne sont pas forcément tous d'accord entre eux. Et de la clarification, un peu plus de clarté, il pourrait y avoir des accords. Localement, peut-être ? Je pense que ça doit d'abord se faire au service de dynamique citoyenne. Je vais vous prendre des exemples concrets. Localement, ça peut se faire. Oui, à Toulouse, par exemple, voilà, pour parler un peu du Sud, à Toulouse, il y a un collectif citoyen qui s'appelle l'Archipel, qui a été lancé par différents acteurs associatifs locaux. Alors oui, je pense que des organisations politiques comme la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts peuvent se retrouver derrière cette démarche citoyenne, à les soutenir conjointement, mais pas juste pour faire un accord d'appareil, pour dépasser finalement nos formations politiques respectives. Suit, donc il pourrait y avoir des accords localement, des alliances. Là, il peut y en avoir. Ça va au-delà des accords au sens où vous l'entendez, c'est travailler collectivement au service de dynamique citoyenne. Un mot du chef, Jean-Luc Mélenchon, il est toujours en Amérique latine. Il vous manque, hein il vous manque, vous, ou pas ? Non, je crois qu'on a fait la démonstration cette semaine. On peut se passer du chef. Bien sûr, mais alors du chef, vous savez, pas vraiment de chef. Le coordinateur de la France Insoumise, c'est Adrien Quatennens, et chacun joue son rôle. Et je crois que la démonstration de nos universités d'été de la semaine dernière, c'est que une nouvelle génération, une jeune génération a émergé à la France Insoumise, et qu'aujourd'hui, la France Insoumise vit de ces différents porte-paroles qui portent la voix de la France Insoumise. Il va rencontrer Lula, et c'est plutôt une fierté. Oui, il rencontre Lula. C'est sûr, parce qu'avec le torchon brûle entre la France et le Brésil, est-ce que ça va pas? Non, c'est sûr, il va pouvoir rencontrer Lula, qui, on rappelle quand même, a été inculpé et mis en prison pour des raisons tout à fait discutables, et notamment pour être écarté de pouvoir se présenter aux élections présidentielles par le maintenant ministre de la Justice de Bolsonaro. C'est un cas typique de ce qu'on appelle le lawfare, une utilisation politique de la justice, et ça démontre aussi quelque part un peu la stature internationale de Jean-Luc Mélenchon, en lui donnant la possibilité de rencontrer Lula. On va suivre ça pour la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a un problème avec la laïcité à la France Insoumise? Est-ce qu'on peut utiliser le terme islamophobie? Il y a eu une petite polémique il y a quelques jours. Moi, je crois que le terme islamophobie n'est pas le terme qui doit être utilisé. On a le droit de critiquer une religion, mais absolument pas de critiquer des personnes qui ont quelque religion que ce soit. Donc voilà, je crois que notre position sur la laïcité est très claire, et que c'est-à-dire je viens de vous le dire, on a le droit de critiquer une religion, mais absolument pas les personnes du fait de leur religion, quelle que soit leur religion. Voilà. Le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Moi, je vais revenir sur Guillaume Larrivé, le candidat à la présidence des Républicains, qui plaide pour la suppression du droit du sol. Il redoute, je cite, une immigration de remplacement en France et en Europe. Est-ce qu'il faut revoir l'attribution justement de la nationalité française? Je crois surtout que ça fait la démonstration que la frontière entre les Républicains ténue, parce que ce discours-là, c'est les mêmes discours qu'on entend de la part du Rassemblement national, et non, très clairement, de notre côté, nous ne sommes pas pour une remise en cause du droit du sol. Voilà. Merci beaucoup. C'est très clair. Merci Manon Aubry, députée européenne de la France Insoumise, a été l'invitée ce matin de Sud Radio.